Bonjour à toutes et tous. J'allais dire pour ce dernier midi, mais non, il en reste deux encore. L'un dans une semaine avec Didier Billon sur son nouveau livre sur les mondes arabes. Et l'autre que je vous conseille aussi, très vivement, avec Sama Jaber, qui est responsable de la santé mentale en Palestine, enfin en Cisjordanie en particulier, Gaza étant difficilement accessible pour elle. Et je vous assure que c'est très original parce que c'est une vision de la Palestine d'en bas, à partir de son cabinet, de ses patients et des problèmes qu'elle y rencontre. Donc pour aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Bertrand Badi sur un thème qui comporte un point d'interrogation, j'y insiste beaucoup, c'est demain la guerre. Donc nous n'annonçons pas la guerre, mais on se demande si la guerre va avoir lieu. Ça peut paraître un peu curieux, mais sans doute avez-vous ressenti, comme ici à l'IREMO nous l'avons ressenti, cette montée vers la guerre des dernières semaines et des derniers mois. Et je pense en particulier avec les affrontements entre l'aviation israélienne et les troupes iraniennes en Syrie, à proximité du Golan. Est-ce qu'on va pour autant vers une explosion généralisée? Il y a beaucoup de facteurs, je dois dire, qui vont dans ce sens. D'abord, et c'est très important, la volonté politique et stratégique, je dirais même, de Benyamin Netanyahou et de sa coalition de droite et d'extrême droite, qui a visiblement une politique belliciste, pour des raisons générales et pour des raisons individuelles s'agissant de Benyamin Netanyahou, parce que c'est une des manières de fuir les dossiers de corruption dans lesquels il est impliqué. Il y en a un de plus depuis hier. Il y en a tous les jours ou presque des nouveaux. Deuxièmement, parce que la direction américaine, Trump, mais aussi l'appareil d'État américain, ont renié l'accord sur le nucléaire iranien et cible de plus en plus Téhéran. On l'a vu encore hier dans les commentaires de Trump sur l'accord ou le semblant d'accord avec la Corée du Nord. Il faudrait aussi, parmi les facteurs belligènes, si on peut dire, parler de l'agressivité de Mohammed Ben Salman, qui veut en découdre avec l'Iran, moins, je crois, en tant que puissance sunnite par rapport à une puissance chiite, que face à un rival pour l'hégémonie dans la région. Mais évidemment, chez Ben Salman, il faut quand même mettre une nuance. Cette agressivité n'implique pas qu'il veuille se mêler lui-même directement d'une éventuelle guerre. Il aimerait bien qu'on la fasse pour lui. Autre élément que je veux rappeler, c'est dans des situations comme celle-là, le risque de dérapage non contrôlé. Je crois par exemple que le premier missile iranien ou du Hezbollah qui toucherait le sol israélien pourrait être l'occasion d'un dérapage. Mais les observateurs signalent ou soulignent aussi d'autres facteurs qui, eux, sont nettement moins favorables à une guerre généralisée. D'abord, je crois qu'il faut le dire, l'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Irak de 2003. Il y a un régime qui est résilient, qui a une armée puissante, expérimentée dans les dernières années du fait du conflit en Syrie. Et tout ce que nous avons pu dire ici, par exemple Clément Terme, il y a quelques semaines, sur le mécontentement populaire en Iran, ne signifie pas qu'il y ait une situation dans laquelle il n'y ait pas de regroupement autour du régime en cas d'attaque étrangère. L'autre élément dont les Israéliens et les Américains doivent tenir compte, me semble-t-il, c'est, je dirais, l'influence régionale accrue de Téhéran. La présence
iranienne en Syrie, sa présence aussi, je crois, en Irak, et évidemment la place du Hezbollah avec son arsenal aujourd'hui beaucoup plus important qu'il ne l'était en 2006. Dernier élément sur lequel on a souvent discuté, Jean-Paul Chagnolot le signalait, je crois que c'est un élément à prendre en compte, c'est la complexité même d'une opération contre l'Iran, qui se trouve quand même à 2000 km d'Israël, avec des problèmes du point de vue de la mécanique militaire, qui ne sont pas des problèmes simples. Et puis il y a, mais est-ce que c'est un élément qui pèse ou non, évidemment la question de la communauté internationale. C'est évident que l'immense majorité de la communauté internationale n'est pas du tout favorable à une guerre généralisée, mais qu'est-ce que ça veut dire l'isolement d'Israël et l'isolement des États-Unis dans une situation comme celle-là? Je rappelle pour mémoire que dans un vote récent, 176 États à l'ONU se sont prononcés pour le droit à l'autodétermination et à un État du peuple palestinien, 176 contre 7. Dans les 7, il y en a 4 qu'on n'a pas besoin de qualifier, simplement dire que c'est la Micronésie, les îles Marshall, Nauru et Palaos. Donc il en reste 3, donc c'est 176 à 3. On pourrait se dire, voilà un isolement majeur, sauf que ces 176, on ne les a pas beaucoup entendus au moment des massacres de Gaza. Donc visiblement, l'isolement sur la scène de l'ONU au moment d'un vote ne signifie pas forcément un isolement politique, stratégique, réel. Voilà donc énormément d'éléments, je les ai cités en vrac, et Bertrand Badi va y mettre de l'ordre, comme d'habitude. C'est, pour le présenter, enfin j'ose à peine le présenter, spécialiste des relations internationales, professeur à Sciences Po Paris, chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationales, le CERI, de Sciences Po. Il a écrit beaucoup de livres, La diplomatie de connivence, les dérives oligarchiques du système international, en 2011 à la découverte. Nous ne sommes plus seuls au monde, un autre regard sur l'ordre international, la découverte 2016. Et il dirige chaque année, depuis, avec un de ses collègues, l'état du monde, un de ses amis, on peut dire, voilà, à la découverte. Il a aussi un livre qui va sortir en octobre. Disons fin septembre. Fin septembre, Inch'Allah. C'est pas son titre. C'est le livre. Et donc, voilà, il connaît la règle du jeu, la nôtre, c'est-à-dire qu'il a 30-35 minutes pour introduire le sujet. Et puis ensuite, ce sera à vous de le questionner, de le contester, de l'approuver, de le désapprouver. Bref, de lui demander des explications sur sa manière de voir cette question. Demain, la guerre, point d'interrogation. Bertrand, c'est à toi. Merci Dominique. Tu as fait la conférence déjà. Tu en as donné tous les éléments que je partage entièrement, parce que généralement on partage tout, effectivement, tous les deux. Et là, en tous les cas, je suis tout à fait d'accord avec les points que tu as mis en évidence. Évidemment, on pourrait, ça se fait, on apprend aux étudiants qu'on fait toujours ça en introduction, remettre en question le sujet. Demain, la guerre. Pour notre malheureuse région, on pourrait dire avant-hier la guerre, hier la guerre, aujourd'hui la guerre, demain et après-demain la guerre. C'est-à-dire que la guerre, on y est, en tous les cas, de manière continue depuis l'invasion américaine de 2003 de l'Irak. C'est-à-dire depuis 2003, on est en guerre continue. Ça fait quand même 15 ans, ce qui est une durée qui n'est pas familière à notre histoire westphalienne. C'est-à-dire qu'on entre déjà dans les guerres longues. Mais en réalité, y a-t-il eu interruption de la logique de guerre, comme disait quelqu'un, depuis la Seconde Guerre mondiale au Moyen-Orient? À tel point, et je crois que c'est quelque chose de très très important pour l'analyse, il faut avoir en tête que le Moyen-Orient est l'un des 2 grands cratères du monde, avec l'Afrique sahélienne entendue au sens large, c'est-à-dire des rivages de la Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique et même en descendant un peu plus au sud vers le bassin du Congo. Il faut à partir de là se poser toujours 2 questions. La première, dans quelle mesure le système international n'est pas entièrement recomposé
précisément parce que le champ de bataille du monde ne se situe plus où il se situait pendant des siècles et des siècles précédents, et deuxièmement, notamment pour nous, vieilles puissances, nous occidentaux, la question de savoir si on peut gérer les conflits des autres de la même manière que nous gérions nos propres conflits. Et ceci à tous les niveaux. Naïveté de penser qu'une nouvelle bataille de la Marne permettra de vaincre Daesh. Rappelez-vous, le président de la République nous avait annoncé pour le 15 février la victoire totale sur Daesh. Il avait dû voir ça dans son horoscope, parce que j'ai jamais compris pourquoi le 15 février. Et c'est la notion même de victoire qu'il faut remettre en cause. C'est-à-dire, y a-t-il des victoires au Moyen-Orient? Y a-t-il des victoires? Et là, on touche du doigt un élément extrêmement important qui est, finalement, est-ce que le mot guerre est bien choisi? La guerre, dans notre histoire, dans notre culture, c'est l'affrontement de deux ou plusieurs États par recours à des instruments militaires qui finit toujours par désigner un vainqueur et un vaincu. Or, nous sommes entrés dans des logiques de conflictualité, autant au Moyen-Orient que dans cet autre cratère africain, où il n'y a plus de victoire. Et où donc la logique conflictuelle l'emporte même sur la logique d'affrontement. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'affrontement binaire, on est dans une sorte de décomposition, j'y reviendrai tout à l'heure, et cette décomposition engendre une forme nouvelle de violence. Et puis l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut décider à la place des autres? Vous savez que depuis que j'ai rencontré, vous savez pas, mais Dominique le sait parce que je lui casse les oreilles avec ça à chaque fois, mais depuis que j'ai rencontré le directeur du musée de Gao qui m'a cité ce proverbe Bambara, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Eh bien, c'est très exactement le problème de la gestion des conflits aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne peut plus, à partir d'un choix oligarchique, c'est-à-dire du G7, c'est-à-dire des superpuissances, c'est-à-dire du P5, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, décider du sort des conflits des autres. Et c'est peut-être pour ça que ces conflits sont sans fin. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît même pas aux acteurs locaux le droit et la capacité de pouvoir gérer leurs propres conflits et éventuellement d'y mettre fin. Alors, de toutes ces précautions, je pourrais m'en tirer en disant je ne suis pas d'accord avec la formulation du sujet. Mais je n'aurais pas cette lâcheté. Je prends le sujet au mot, c'est-à-dire, effectivement, au-delà de ces finasseries, il y a bien sûr une question essentielle qui, si j'ai bien compris, est va-t-on changer de dimension dans cette espèce de conflictualité récurrente que connaît le Moyen-Orient, et va-t-on vers la grande explosion, en quelque sorte? Et la question mérite d'être posée. Je vous le dis tout de suite, plutôt pessimiste, c'est-à-dire je pense que la réponse est plutôt, hélas, du côté du oui, mais tout dépend ce que l'on met derrière ce oui. Ce qui m'intéresse en tant qu'internationaliste, vous savez, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Orient. Je frotte. Des logiques de frottement, ben oui. Je ne suis pas spécialiste du Moyen-Orient, donc je ne me place pas de l'intérieur, je me place du point de vue du système international. J'ai ce défaut d'être un généraliste, vous savez, je suis moi un peu comme le médecin de famille, c'est-à-dire celui qui regarde où sont les maladies et puis après qui refile le malade aux spécialistes pour le traiter. Donc du point de vue du généraliste, effectivement, nous sommes dans une situation, je dirais, de tension extrême. Et je voudrais vous exposer les raisons de cette tension extrême et le type de dérapage qui risque d'en découler à travers une double hypothèse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est cette conflictualité moderne, c'est-à-dire incertaine, éloignée du modèle guerrier classique, composite, hétéroclite, sans vainqueur ni vaincu, face à cette nouvelle conflictualité, il y a deux échelles de danger. La première échelle, c'est qu'un conflit devient vraiment dangereux dès lors qu'il superpose plusieurs logiques conflictuelles.
C'est-à-dire un conflit simple, par définition, il est soluble. C'est-à-dire si, par exemple, je me prends de querelle avec Dominique pour savoir qui va boire la bouteille d'eau, on arrivera toujours à trouver un compromis. Là où un conflit devient dangereux, c'est quand il agrège plusieurs types de conflictualité. Or, là, c'est ce que je vais plaider dans ma fameuse... Donc, le premier indicateur à surveiller, c'est cette superposition de logiques de conflit. D'ailleurs, qui n'est pas un phénomène très nouveau, que nous connaissons dans notre histoire. Si vous prenez la Première Guerre mondiale, vous savez très bien que la Première Guerre mondiale n'a pas éclatée par une simple rivalité entre la France et l'Allemagne, qu'elle a commencé du côté des Balkans, qu'elle s'est compliquée de confrontation de logique impériale entre les grands empires de l'époque, etc., etc. Donc, il faut vérifier, en quelque sorte, cette composition de la logique conflictuelle. Et le premier point qui m'intéressera, c'est de vous montrer comment, en ce moment, on assiste à un empilement très préoccupant de logique conflictuelle. Et la deuxième variable, elle est horizontale, au contraire. C'est-à-dire essayer de surveiller les logiques de coalition. À partir du moment où on est dans une situation d'individualité, là aussi, les choses peuvent, sinon s'aplanir, du moins se neutraliser. Ça a été, vous savez, la grande invention de la guerre froide. URSS, États-Unis, on finit toujours par s'arranger et on contrôle les siens. Là, on est entré depuis quelque temps dans une logique de coalition extraordinairement compliquée. Et c'est lorsque les logiques de coalition deviennent très compliquées que le danger est à son maximum. Donc, vous voyez, c'est ces deux indicateurs que je voudrais traiter devant vous, sachant fort bien que, hélas, de cette complexification assez soudaine et assez brutale, d'ailleurs, qui correspond, vous verrez, bon, pour certaines, ce sont des vieilles logiques, pour d'autres, elles ont peu d'ancienneté, qui met en quelque sorte cette région à rude épreuve. Très longtemps, j'ai pensé que le Sahel allait jouer le rôle essentiel dans la déstabilisation de l'ordre international. Maintenant, je regarde à nouveau vers le Moyen-Orient, qui me paraît peut-être beaucoup plus complexe, même si, hélas, ce qui se passe dans le Sahel n'est pas non plus extrêmement brillant. Alors, commençons par cette logique de superposition, par cette superposition de niveaux de conflictualité. Je vois dans le foyer moyen-oriental d'aujourd'hui au moins 5 conflits empilés. Et c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelque chose... La connaissance que j'ai de l'histoire des relations internationales m'indique qu'on n'a jamais atteint un tel degré sur l'échelle Richter de la conflictualité. Pourquoi 5 ? Alors, je voudrais décrire brièvement ces 5 conflictualités et voir ce qui en dérive. Je reste persuadé, pour ma part, que la conflictualité de base au Moyen-Orient, le terme va vous surprendre, mais je vais l'expliquer, puis surtout mon livre qui sortira en septembre, c'est une petite page de pub, vous permettra peut-être de mieux voir le phénomène. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle les guerres de faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre de faiblesse ? Ça veut dire que nous, dans notre éducation, dans notre socialisation, dans notre culture, dans notre histoire, nous considérons la guerre comme un effet de compétition de puissance. C'est-à-dire deux puissances qui se mesurent l'une à l'autre, un peu comme Hobbes décrivait cette lutte de gladiateurs entre les États. Or, aujourd'hui, si vous regardez de près, la nouvelle conflictualité, ce n'est plus un choc de puissance, c'est un choc de faiblesse. C'est-à-dire que ce qui donne naissance aux conflits de base, qui sont vraiment les conflits structurants dans le jeu international, c'est une pathologie de faiblesse excessive, de l'État. Et là, on a tout de suite en tête, pour la région, le Yémen, probablement aussi l'Afghanistan. Faiblesse des nations et du contrat social. On a évidemment en tête l'Irak et de plus en plus la Syrie. Faiblesse des liens sociaux, c'est-à-dire lorsque les sociétés civiles ne sont pas suffisamment constituées. La faiblesse du lien associatif crée des situations belligènes, et ces 3 faiblesses-là rendent compte de la coalescence de cette conflictualité qui va du Pamir jusqu'à Bab el-Mandeb, c'est-à-dire effectivement non pas
cette surpuissance, mais ce défaut de puissance et ce défaut d'institution. Et là, c'est quelque chose de particulièrement grave parce que ce qui distingue la guerre de faiblesse de la guerre de puissance, c'est que la guerre de faiblesse, j'en ai parlé à M. de la Palisse, elle est appelée à durer. La guerre de puissance, lorsque le puissant a, comme disait Clausewitz, terrassé l'ennemi, c'est-à-dire a montré sa supériorité, c'est fini. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le moins puissant a intérêt à arrêter pour ne pas être complètement ratatiné. Dans une guerre de faiblesse, on entre dans les logiques chroniques, c'est-à-dire dans des logiques où, effectivement, la guerre devient presque un moyen d'expression. L'Irak, depuis la déstabilisation de 2003, est devenu une société guerrière. Je crains que la Syrie soit en train de devenir une société guerrière. Le Yémen est une société guerrière. Que l'Arabie Saoudite reprenne ou ne reprenne pas Hodeïda. Hein. L'Afghanistan est une société guerrière. Et hélas, Gaza, mais pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, est devenue une société guerrière. C'est-à-dire dans laquelle l'individu se dit, mais dans le fond, ma seule chance de continuer à exister, c'est de me battre, ou de me battre d'ailleurs à main nue, hein, ce qui est le comble du paradoxe de la société guerrière. Donc ça, c'est un premier niveau. Là où tout a dérapé, c'est en même temps par un effet structurel et par trois effets conjoncturels qui ont créé 4 autres niveaux de conflit. L'élément structurel, c'est la guerre hégémonique. À côté de cette guerre de faiblesse, vous avez une guerre hégémonique. Et la guerre hégémonique, on ne le dit pas suffisamment, même si c'est évident. La guerre hégémonique, c'est celle choisie par Israël. C'est-à-dire, il faut comprendre que pour des raisons géopolitiques mondiales, mais aussi de rapport de force régional, Israël est la seule puissance hégémonique dans la région. Et considère que sa chance de survie, l'optimum de sa rationalité politique, c'est de maintenir un rapport de force qui place Israël en position perpétuelle d'hégémon. Ce qui est une position effectivement particulièrement souffrante pour les partis qui sont directement victimes d'Israël, notamment le peuple palestinien qui a subi une guerre d'hégémonie. C'est très rare les guerres d'hégémonie en fait si on regarde l'histoire, mais surtout cela expose mécaniquement à l'opposition et à la guerre tout État qui a une position contre-hégémonique dans la région. C'est-à-dire qui dit moi aussi je veux l'arme nucléaire, moi aussi je veux compter, moi aussi je veux parler, moi aussi je veux négocier, etc. Et pour des raisons sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, ce rôle aurait pu être tenu par d'autres puissances arabes. À la limite, ce rôle aurait pu être tenu même par l'Arabie Saoudite, qui, devant l'effondrement des 3 capitales califales, le Caire, Damas et Bagdad, aurait pu dire c'est moi maintenant qui porte le flambeau du monde arabe. Mais l'Arabie Saoudite, j'y reviendrai dans un instant, a choisi une autre voie. Et donc, cette contre-hégémonie, elle est portée essentiellement par l'Iran, c'est-à-dire le seul acteur dans la grande région qui puisse menacer cette position hégémonique d'Israël, c'est l'Iran. Et la grande frayeur des dirigeants israéliens, c'est de voir l'Iran devenir une puissance nucléaire, c'est-à-dire de perdre le monopole nucléaire sur la région. Et c'est là que l'on voit un autre très grand danger de guerre, c'est que quand on choisit le modèle hégémonique, on ne peut pas laisser un autre contester votre propre hégémonie. Et ça, c'est une deuxième logique qui vient s'empiler, qui n'a rien à voir avec les précédentes. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai décrit à propos du Yémen, de l'Afghanistan, même de la Syrie et de l'Irak. Et puis, il y a 3 éléments conjoncturels qui sont venus se cristalliser là-dessus. C'est, après la guerre de faiblesse et la guerre hégémonique, c'est la guerre de puissance. La guerre de puissance a été menée par la Russie. Quelle est la position de la Russie depuis 1990-1991 ? Très simple. La Russie a perdu son statut de superpuissance. Et non seulement elle a perdu son statut de superpuissance, non seulement elle est passée de la première division, pour parler de football, je prends toujours cette comparaison, alors je déteste le football, mais c'est en cas très éclairant. Non seulement la Russie
a perdu son statut de superpuissance, mais elle est descendue en deuxième division. Elle est descendue en deuxième division. Et quand vous descendez en deuxième division, il me semble avoir compris le truc, vous n'avez qu'une idée, c'est de remonter en première division. Et remonter en première division, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a assisté à un phénomène tout à fait classique qui s'est exprimé aussi en Ukraine, c'est-à-dire dans les pourtours impériaux de la Russie, montrer sa puissance. Montrer sa puissance, non pas pour conquérir, c'est même pas ça, mais c'est pour être à nouveau pris en compte dans le jeu international. C'est ce que j'appelle la guerre de puissance. C'est-à-dire, là, le terrain syrien n'est qu'une aubaine. Moi, je ne crois pas du tout à ces explications. Bon, ça joue peut-être, mais très à la marge, qu'il faut protéger sa base en Méditerranée, les mers chaudes, les machins comme ça. Moi, j'ai toujours lu ces trucs qui n'ont pas grand intérêt. L'oléoduc. Oui. Tout ça me paraît absolument dérisoire. En revanche, se saisir de la question syrienne pour montrer qu'on est une puissance avec laquelle il faut compter, ça, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement important. Montrer ses muscles. Moyennant quoi, on voit très bien, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, comment le jeu de Poutine consiste à simplement maximiser l'ostentation de puissance, pas aller au-delà. D'ailleurs, l'idée de s'installer durablement en Syrie, on a eu quand même beaucoup de signes récemment de la part du Kremlin, lequel ce n'est pas son point de vue. Mais quel est l'effet de la guerre de puissance? Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que plus la guerre de puissance vient à se prolonger, plus elle crée de la frustration. C'est-à-dire, le propre de la guerre de puissance, c'est d'écraser et de ne pas créer. La puissance, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ça. La puissance peut écraser, mais elle ne peut pas créer. C'est-à-dire, Shiva est amputé. Shiva est en même temps le destructeur et le créateur. Aujourd'hui, la puissance détruit toujours, mais ne crée plus. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la puissance ne crée plus un nouvel ordre international. Elle détruit, elle casse. Comme l'intervention américaine de 2003 a permis de faire tomber Saddam Hussein. Bon, et a permis, dès le 1er mai, George W. Bush de dire, ben voilà, on a gagné, on a cassé, etc. De même que l'intervention en Libye a permis de casser Kadhafi, et ainsi de suite. Mais en matière de création, rien. Donc le propre de la guerre de puissance, c'est qu'elle ne s'accomplit qu'en détruisant, et en détruisant dans une lutte asymétrique, on crée de la frustration, et la frustration vient réalimenter ma guerre de faiblesse. Voilà. Donc vous voyez l'effet systémique qu'il y a entre tout ça. Et puis là-dessus intervient deux autres guerres, qui est ce que j'appellerais la guerre de compétition. C'est-à-dire que c'est une mécanique du système international. Quand un acteur à prétention mondiale montre ses muscles, il faut absolument que les autres montrent les leurs. Sinon, c'est perdu. Et effectivement, c'est frappant de voir comment, pour les chancelleries occidentales, la guerre de Syrie, c'est navrant. Il y a 400 000 morts, c'est ennuyeux. Ça fait désordre. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à partir du moment où les Russes sont là, il faut que nous, on soit là. Et si on n'est pas là, on est battu. Et si on est battu, c'est reparti, j'allais dire comme en 14, mais la comparaison a été de mauvais goût. Et donc, il s'est créé une guerre de compétition dont l'un des points paroxystiques, ça a été les bombardements de février dernier. C'est-à-dire, c'est pas le problème, c'est pas l'arme chimique qui a motivé ces bombardements. Nous ne sommes pas dans un monde vertueux au point que, parce que, et en plus, les armes chimiques, que celui qui n'a jamais utilisé les armes chimiques punisse les autres. Et à ce moment-là, personne ne sera puni. La véritable... ce qui était important, c'est de dire, nous, occidentaux, on est là. Il faut que vous comptiez aussi avec nous. Et le jeu est un jeu entre, d'une part, les États-Unis et la Russie, et d'autre part, le camp occidental et la Russie, de réintroduire dans l'espace conflictuel. Ce qui est d'ailleurs navrant du point de vue de la politique française, parce que j'aurais pu vous apporter mon dictionnaire de citations où le président de la République explique que le problème numéro un, c'est que la France soit présente dans la gestion du dossier syrien. C'est pas d'arrêter la guerre, c'est d'être là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement préoccupant parce que on se trouve confronté
dans une autre logique d'engrenage. C'est-à-dire que le propre de la guerre de compétition, c'est qu'elle active la guerre de puissance. C'est-à-dire plus les Occidentaux vont montrer les dents, plus les Russes vont être obligés effectivement de monter d'un cran dans l'affirmation de leur puissance, sinon ils ont perdu tout ce qu'ils ont pu gagner, et plus en même temps la guerre de compétition crée de la frustration et renforce la guerre de faiblesse. C'est-à-dire, encore une fois, il faut le savoir, le canon est efficace contre le canon n'est pas efficace contre la faiblesse, mais donne des arguments à ceux qui gèrent la faiblesse des autres, et notamment aux entrepreneurs de violence. Et puis, enfin, est apparu quelque chose sous cette forme de nouveau, qui est ce que j'appellerais... Alors, ma formule peut prêter à confusion, j'y ai longuement réfléchi, mais je la maintiens quand même, des guerres néo-impériales. Qu'est-ce que c'est que les guerres néo-impériales, qui est la 5e strate du conflit? C'est le réveil des puissances régionales qui considèrent qu'elles sont naturellement amenées à prendre en charge tous les enjeux régionaux. Il y a un phénomène qui nous a complètement échappé. C'est que, à partir du moment où on entrait dans la mondialisation, dans un système international, les puissances régionales extra-occidentales allaient se réveiller. Nous avons vécu, dans toute notre histoire westphalienne, sur l'illusion que seules les puissances occidentales avaient vocation à être des puissances régionales. Et chez elles, c'est évident, mais du coup aussi chez les autres. D'où effectivement les expéditions, les interventions qu'au XIXe siècle on appelait interventions d'humanité, puis qui peu à peu sont devenues des interventions kouchnériennes, puis néo-kouchnériennes, puis post-kouchnériennes, et enfin maintenant méta-kouchnériennes, mais c'est toujours la même logique, n'est-ce pas? Or, évidemment, le déplacement des champs de bataille du monde, de l'Europe vers le Sud, a créé au Sud des volontés de s'affirmer comme puissance régionale. Attendez, ça saute chez nous, un peu par votre faute à vous, vieille puissance, donc c'est normal que nous revendiquions notre droit à être les acteurs principaux de la régulation conflictuelle. Si ça avait été accepté, et n'oubliez pas, petite perfidie de ma part, que le premier qui ait affirmé explicitement ce droit des puissances régionales au Moyen-Orient, c'est le président élu d'Égypte, Mohamed Morsi, qui, à la conférence des non-alignés qui s'était tenue à Téhéran le 31 août 2012, a proposé que le conflit du Moyen-Orient soit pris en charge par ce qu'il désignait comme les 4 puissances régionales, à savoir la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Et il y avait là un alignement, hélas, précaire des planètes, puisque c'était à peu près ce que disait Barack Obama lorsqu'il parlait de leadership from behind, et qu'il était aussi pour régénérer les puissances régionales. Ça aurait pu être le début, tout début et timide début d'une sortie de crise. Or, on a fait l'inverse. C'est-à-dire, on est entré dans un négationnisme actif des puissances régionales. Ce qui a tout naturellement, quand vous êtes une puissance régionale contrariée, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez aller vous coucher. Hein. C'est un peu ce qu'a fait l'Égypte, d'ailleurs, qui en est sur cette posture diplomatique. Et sinon, vous revendiquez, pour reprendre un vocabulaire sarkozo-hollando-macronien, vous faites valoir vos responsabilités particulières. C'est-à-dire, nous, on est un peu plus grand que vous. Et on voit, effectivement, dans ces logiques de puissance régionale contrariée, les 10 contrariés faire valoir leur histoire impériale et leurs prétentions impériales. La Turquie, qui se souvient tout d'un coup de l'Empire ottoman, qui lui donne des responsabilités particulières jusqu'en Somalie, l'Arabie saoudite, qui se souvient effectivement de l'histoire de la famille As-Saoud et de cette assabiya croissante qu'elle entendait établir dans la région, l'Iran, au passé impérial
absolument évident. L'Égypte aurait pu lui prendre aussi, mais c'est devenu une autre histoire. Et du coup, nous assistons là à une double rupture. D'abord parce que ces puissances régionales, faut bien faire attention à cela, ne sont nullement alignées sur les clivages qui nous sont familiers et qui sont issus de l'histoire Est-Ouest. Ils vivent selon leur propre vie. Ce qui explique que l'Arabie Saoudite, qui a été très longtemps réticente à l'égard de l'URSS pour des raisons évidentes, se sent relativement bien avec la Russie. Enfin, peut-être que le match de football de demain va changer les choses, n'est-ce pas ? L'Iran est absolument inclassable sur le plan des rivalités mondiales. Et la Turquie, on le voit de manière explicite, ce membre de l'OTAN qui s'entend bien avec la Russie. Enfin, tout ça, on va y revenir. Je vais essayer d'ailleurs d'aller un peu plus vite. Oui, mais figure-toi que le sujet, il n'est pas si facile que ça. Hein. Sinon, on dit des banalités. Hein. Bon. Ah non, mais moi je vais me défendre. Hein. Il y en a qui vont vous défendre. Ah, merci. Non, mais je vais quand même, t'inquiète pas, je vais quand même... Vers 16h, on débattra. Non, mais tu perdras pas la face, t'inquiète pas. Et c'est pas grave. Alors, ce mélange de 5 logiques conflictuelles a un double effet pervers. D'abord, on ajoute la guerre à la guerre, selon la formule bien connue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on apporte sa part de conflictualité, nécessairement on complique le premier niveau, c'est-à-dire la guerre de faiblesse est compliquée de 4 strates, de l'effet de 4 strates qui se sont accumulées, et du coup, effectivement, on accroît l'incertitude de manière absolument vertigineuse. Et puis, l'autre effet pervers, c'est l'effet d'appropriation. C'est-à-dire que tout le monde a envie de s'approprier les 5 principaux foyers, je dirais maintenant dans la région, Afghanistan, Syrie, Irak, Palestine, Yémen, pour le tordre en fonction soit des logiques néo-impériales, soit des logiques de puissance, soit des logiques de compétition, et soit des logiques d'hégémonie. Alors, maintenant, passons au plan horizontal. Sinon, Dominique va me crier dessus. Alors, les logiques horizontales, c'est assez intéressant, me semble-t-il. Là aussi, on en parle assez peu. C'est que le jeu des alignements au Moyen-Orient s'est compliqué à une vitesse extraordinaire. Évidemment, ceux de ma génération ont en tête la guerre de 67 et la guerre de 73, où l'alignement était parfait. C'est-à-dire, il y avait le camp arabe, le camp israélien, qui superposait au camp occidental et au camp soviétique. Il y avait un seul homme dans le monde qui plaidait une formule différente, et je pense que c'était une intuition remarquable, c'est le général de Gaulle, lorsque, changeant la politique de la France en 67, il a dit, on le sait maintenant, par les récits confidents, il ne faut pas laisser à l'URSS la gestion monopolistique de la cause palestinienne. Il ne faut pas que, en gros, derrière une cause juste, il n'y ait qu'une puissance du mal. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Ce qui était une intuition fantastique. Alors, évidemment, ses successeurs, ils ne se souviennent plus du tout de ce genre de choses. Mais ces alignements simples se sont compliqués. Se sont compliqués pourquoi ? Eh bien, parce que il y a 2 phénomènes qui jouent, et t'inquiète pas, je terminerai là-dessus, qui sont le phénomène des alliances systémiques et ce que j'appellerais le phénomène encore plus grave des alliances négatives. Qu'est-ce que c'est que les alliances systémiques ? C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup en ce moment, et s'il y a un détonateur, c'est probablement de ce côté-là qu'il faut le trouver. L'alliance systémique, c'est quand je sais qu'un acteur a tort, mais on est dans un système où je suis nécessairement son allié. Moi, ce qui m'a fait très peur, moi qui donne depuis un certain temps dans la macronologie approfondie, c'est quand j'ai lu que le président de la République française disait la différence qu'il y a entre les États-Unis et l'Iran, c'est que les États-Unis sont nos alliés et l'Iran ne l'est pas. C'est une phrase terrible. C'est une phrase terrible qui veut dire tout simplement la logique d'alliance, d'ailleurs on se demande quelle est la signification aujourd'hui, mais qui est pérennisée à travers notamment l'OTAN et l'Alliance Atlantique, va fonctionner au Moyen-Orient. En tout cas, pour la France, elle doit fonctionner au Moyen-Orient.
Et si vous suivez le discours de nos alliés européens, notamment de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, on retrouve la même chose. C'est-à-dire, en gros, les Américains ont tort de déplacer leur ambassade. Les Américains ont tort de dénoncer le traité sur le nucléaire iranien. Les Américains ont tort de systématiquement protéger Israël contre tous ces actes, y compris les plus répréhensibles. Mais les États-Unis sont notre allié. Et le fait que les États-Unis sont notre allié est plus important que la vérité, est plus important que le droit, et même plus important que le droit. Voilà. Donc, moi, ça me fait très peur, parce que demain, s'il y a la guerre, ça sera probablement à cause de ça, mais pire que ça nous entraînera d'un côté dont nous savons qu'il est le mauvais. La pérennisation des alliances westphaliennes dans un monde post-westphalien, c'est du poison, c'est de la dynamite. C'est de la dynamite. Lorsque François Mitterrand, dont je ne suis pas un adorateur, enfin, après tout, quand on voit ce qui est venu après, on se dit qu'il était génial. François Mitterrand avait interpellé George H. Bush en 1991, lorsque George H. Bush a dit « on va maintenir l'OTAN ». Et c'est Roland Dumas qui raconte l'anecdote. Il dit Mitterrand commençait à être un peu fatigué, il dormait. Il dit « je lui ai envoyé un coup de coude, je l'ai réveillé ». Et Mitterrand, qui avait l'esprit très vif, s'est tout de suite levé et a dit à Bush « Monsieur le Président, ce que vous êtes en train de nous proposer, c'est le retour à la Sainte Alliance. » C'est-à-dire, effectivement, quand il n'y a plus de pacte de Varsovie face à l'OTAN, ce qui fait tenir l'OTAN, c'est une espèce de fraternité qui, dans le monde post-bipolaire, prenait immédiatement des allures civilisationnelles. C'est-à-dire, finalement, c'est la Sainte Alliance contre l'islam, contre le monde arabe, contre le Sud, contre le tiers-monde, bref, contre les inférieurs. Et c'est bien ça que ça voulait dire. Et ça, c'est terrible, parce que c'est en train de jouer pleinement. Et si, comme je ne vois pas de frontière entre le discours scientifique et le discours de citoyen, je vous dis que si il faut se dresser contre quelque chose, c'est ça, cet effet pervers de l'intrusion de la logique atlantique dans le conflit du Moyen-Orient. Nous sommes effectivement, nous assistons à la 5e réincarnation de l'Occident. Alors, pour ne pas me faire engueuler par Dominique, je ne vous dirai pas quelles étaient les 4 précédentes, mais là, c'est probablement une partie importante qui se joue. Et l'autre élément qui me paraît intéressant du point de vue de l'horizontalité, c'est ce que j'appelle les alliances négatives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alliance négative? C'est quelque chose de très, très intéressant et qui a été théorisé par un grec qui s'appelle Thucydide. Vous pourriez inviter. Bon. Et Thucydide, moi, quand j'étais étudiant, ça me barbait de lire ça. C'est vieux, c'est machin, c'est plus le même contexte, etc. Or, si vous lisez attentivement Thucydide, il a élaboré en son temps, et à propos de la Ligue de Délos, donc c'est pas jeune, un concept extraordinaire qui est le concept de symmachie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une symmachie? S-Y, puisque ça vient de la Grèce. S-Y, 2-M-A-C-H-I-E. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une symmachie? Une symmachie, c'est le contraire d'une alliance. Dans l'alliance, vous avez l'idée de durée et de solidarité. C'est-à-dire, vraiment, vous partagez les mêmes valeurs, vous partagez les mêmes convictions, vous êtes alliés. Nous, Dominique et moi, on a une vieille alliance. Ce n'est pas une symmachie, c'est une alliance. Bon. Une symmachie, c'est quand vous êtes en désaccord, que vous ne vous ressemblez pas, que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous estimez pas, que vous ne vous appréciez pas, mais qu'en fait, vous comprenez que vous avez un intérêt conjoncturel à pactiser avec l'imbécile, le salaud, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de grandir au Moyen-Orient de manière vertigineuse. C'est-à-dire, vous voyez l'Arabie saoudite qui a sécrété cette logique de symmachie en considérant que la meilleure façon de reconquérir le leadership du monde arabe, c'était de stigmatiser l'Iran. Donc de la fonctionnalité de l'Iran, parce que je ne crois pas du tout à l'opposition historique et la réalité historique.
entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Quand on y regarde de très près, c'est presque jamais produit. Voilà. Et puis, la solidarité dans le Golfe, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que j'étais au Qatar il y a encore quelques mois. Le Qatar est plus du côté de l'Iran, et pourtant le Qatar est sunnite de chez sunnite, n'est-ce pas? Et donc, toutes ces histoires de clivage sunnite, chiite, tout ça, au panier. Voilà. Et les rivalités historiques entre les Perses et les Arabes, au panier, tout ça. Mais effectivement, une logique... L'Arabie Saoudite a toujours rêvé d'avoir une position hégémonique dans le monde arabe, simplement été gêné par les 3 capitales califales dont je parlais tout à l'heure. Maintenant que la voie est libre, effectivement, la façon de gagner le leadership, c'est de désigner l'ennemi et du coup... De s'allier. Pardon? De s'allier. Et du coup... Et voilà. Alors ça, c'est une Simaki. C'est une première Simaki qui est typique de la logique de Simaki, effectivement, de s'allier avec Israël, de réactiver l'alliance américaine. Vous savez, alors pour le coup, il n'y a pas énormément de dénominateurs communs entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Depuis le pacte du Quincy, beaucoup de choses se sont passées, notamment le 11 septembre, qui ont plutôt déchiré le tissu. Et puis la troisième Simaki, c'est toutes ces coalitions qui sont en train de se constituer comme pour encercler l'Iran. Vous avez entendu que récemment, le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran. Le Soudan de M. Omar al-Bashir, qui n'a aucune raison d'en vouloir ni à Rouhani ni à Khamenei, même chose. Djibouti. Pourquoi Djibouti devient l'ennemi de l'Iran? Ça m'a empêché de dormir au moins 3 nuits. Ça. Djibouti. Voilà une autre Simaki. Et Djibouti, ce n'est pas une anecdote, parce que c'est Bab el-Mandeb, et c'est 3 bases, 3 bases militaires, françaises, américaines et chinoises. Mauritanie. Mauritanie bouffe du persan à longueur de temps. Pourtant des gens sympathiques, les Mauritaniens. Bon. Et on pourrait ainsi continuer. Et effectivement, je termine là-dessus, effectivement, on voit comment toutes ces Simaki qui se produisent un peu partout sont cousues les unes aux autres et est en train de constituer autour d'Israël, dont on sait, et les informations que Dominique nous a envoyées récemment le confirment, que c'est un pays extrêmement isolé, auquel l'opinion publique internationale adhère de moins en moins, mais qui, mine de rien, est en train de se constituer une coalition qui inclut l'Arabie Saoudite, Trump, je ne vais même pas citer son nom, mais aussi la Mauritanie, le Maroc, Djibouti, le Soudan, le fantomatique État de Somalie, l'Inde, effectivement, débordant du monde arabe, beaucoup d'États africains. Je suis absolument sidéré, je vais très souvent en Afrique, de voir à quel point, effectivement, alors pour des raisons en même temps matérielles et aussi d'incompréhension, cette gigantesque coalition est en train de se constituer. Et c'est une coalition qui a un double baptême, qui est d'une part le baptême de la force, c'est-à-dire que l'on voit comment elle est en position effectivement de prédominance sur le plan de la capacité de puissance, et deuxièmement de l'impunité. C'est-à-dire que c'est une coalition qui peut faire absolument ce qu'elle veut. Absolument ce qu'elle veut. Voilà. Quand l'armée israélienne tue en une journée 61 individus désarmés, Madame Nikki Haley, négligemment, d'abord, pose son droit de veto au Conseil de sécurité, mais ajoute que tout ceci, c'est de la propagande anti-israélienne, il faut le faire. Et alors, mesdames et messieurs, honte au Quai d'Orsay, qui a sorti ce superbe communiqué appelant les partis à davantage de discernement. Non, discernement, c'est encore pire.
Discernement, je maintiens. Vous baladez dans la rue, vous voyez un dingue qui est en train de tuer 60 personnes, vous allez vers lui et dites, faites preuve davantage de discernement. Hein. Bon, voilà. Donc là, on est dans l'emblème de l'impunité. Alors, tout ceci me fait peur, et ma chute va être rigolote. C'est que, quel est le seul acteur dans tout ça qui est aujourd'hui capable de parler avec tout le monde? La Russie. Alors, c'est justement peut-être là l'énigme de demain. Parce que la Russie, qui a une histoire de contentieux avec la Turquie qui est absolument énorme, je ne vous referai pas l'histoire, avec l'Iran encore plus. Mon père, qui était persan, me racontait comment, quand il avait 3-4 ans, il allait boucher les cheminées, il montait sur les toits pour boucher les cheminées dans les villages persans ou dans les maisons où se réfugiaient les Cosaques pour pouvoir les enfumer. Donc c'est une très vieille histoire, un très vieux contentieux. Ça marche très bien, comme la Russie s'entend très bien avec l'Arabie Saoudite, comme la Russie s'entend très bien avec Israël. Alors, là, évidemment, Trump est complètement marginalisé dans cette affaire. Est-ce qu'il y a une capacité diplomatique inédite qui ressort de la guerre de puissance menée par la Russie? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, et parodiant le général de Gaulle, c'est une phrase historique, ça va mal, ça va très mal, ça ne peut pas aller plus mal, donc ça ira mieux. Merci beaucoup, Bertrand. Quand on t'écoute, évidemment, on ne regrette pas d'être venu, parce que c'est une vraie analyse qui va au-delà des banalités d'usage sur le sujet. Juste une question, si je peux me permettre, c'est tu as chuté sur ce sur quoi je voulais t'interroger, c'est-à-dire la Russie, parce qu'il y a quand même un mystère, c'est que visiblement l'entente entre, je ne dirais pas la Russie et Israël, mais Poutine et Netanyahou est une entente assez solide. Netanyahou a laissé Poutine sauver Bachar parce que lui-même voulait sauver Bachar à l'époque. Ce n'était pas son problème. Les Assad sont le meilleur ennemi qu'Israël ait eu, et pas seulement Bachar, mais son père aussi. Mais là, on a vu Poutine donner en gros son feu vert à l'idée qu'il faut retirer les troupes iraniennes qui se trouvent en Syrie, en tout cas celles qui sont proches du Golan. Ça a été dit, même Lavrov l'a dit en toutes lettres. Est-ce que ça veut dire pour autant que la distance prise par Poutine à l'égard de Khamenei peut aller jusqu'à laisser faire? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? D'un côté, il y a une convergence indiscutable en ce moment sur l'exigence israélienne de retrait des troupes iraniennes, mais ça ne signifie pas forcément une convergence vers quelque chose qui serait agressif. Oui, alors, en fait, ça renvoie à deux niveaux. Le premier niveau, celui de l'immédiateté, et le second niveau, du moyen ou du long terme. Sur le moyen et long terme, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a eu tellement de retournements, notamment dans les relations entre Moscou et Téhéran, qui n'ont pas été toujours mauvaises du temps de l'Union soviétique et du Shah. Il y a eu même des moments de coopération assez forte entre les deux. Donc c'est tellement instable, et puis le contexte lui-même est tellement changeant que je ne sais pas. Ce que je sais et que je trouve inquiétant, ça me permet de prolonger ce que j'ai pas pu dire parce que j'avais peur, c'est que dans le jeu actuel, je crains que cet effort stratégique de Poutine d'établir de bonnes relations avec Israël conforte Netanyahou dans l'idée d'impunité. C'est-à-dire, et il faut pas oublier une chose, c'est que la différence par rapport au temps de la bipolarité, c'est que si l'OTAN est de facto entrée sur la scène moyen-orientale, évidemment, le pacte de Varsovie n'existant plus, lui n'est pas entré. C'est-à-dire que autrefois, quand l'OTAN montrait son nez quelque part, le pacte de Varsovie apparaissait et l'équilibre de la terreur neutralisé. Maintenant, si effectivement on otanise le Moyen-Orient, qui fera contrepoids ? Qui fera contrepoids ? Absolument personne. Et Netanyahou le sait, ça. C'est-à-dire, je peux cogner comme je veux, même la Russie, et pour d'autres raisons la Chine,
hein, qui a pour politique surtout de ne pas intervenir dans ces affaires, personne n'ira protéger qui que ce soit. On l'a vu à travers l'épisode de Gaza. Hein. Qui a levé le petit doigt, à part le pape, hein. C'est à vous. Il y a un micro là-bas. Leïla Chaïd qui est ici. Professeur Badier, je n'ai pas de questions, mais je voudrais vous remercier parce que vous nous avez montré que par une brillante analyse justement d'un connaisseur du fonctionnement du monde et des relations internationales et de l'histoire et du présent, ce n'est pas une situation incompréhensible, folle, que nous décrit la presse tous les jours en nous disant « N'essayez pas de comprendre, il n'y a rien à comprendre, c'est compliqué, c'est fou, il n'y a pas de logique, on peut pas analyser, on ne peut pas juger, on ne peut pas prévoir. » Nous vivons dans ça depuis de nombreuses années et nous voyons aujourd'hui l'effet sur les citoyens du monde entier, qu'ils soient du Nord ou du Sud. Et je trouve que vous avez réussi un tour de force. Et moi, je le dis en termes, comme quelqu'un qui est aveugle, qui tâtonne, je dis il faut voir l'articulation du local avec le régional, avec le mondial. Mais je ne suis incapable de faire un dixième, et vous m'avez donné beaucoup d'instruments qui me permettent de réfléchir, de lire la réalité de chez moi, de chez les voisins, de l'autre côté de l'Atlantique, de la Chine, comme je ne sais plus la lire. Alors merci, vraiment merci, parce que nous étions dans une dérive qui était très dangereuse pour tous les gens qui sont là et qui ont l'impression qu'ils sont les derniers imbéciles à essayer de comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre. Eh bien, grâce à vous, on comprend. Ouais, je suis très ému de ce que vous dites. Peut-être que vous forcez un peu. Les voisins sont d'accord, ils l'ont déjà dit. Bonjour, oui, bonjour Monsieur Badi, bonjour. Merci pour cette intervention. Je suis chercheur associé à l'IRIS. Je m'intéresse particulièrement aux populations de ces pays qu'on appelle monde arabe ou monde du Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut envisager que ces populations qui sont réprimées, méprisées par toutes ces strates d'influence contre influence que vous venez de citer, est-ce qu'on peut imaginer que ces populations redistribuent les cartes dans cette région? J'imagine par exemple jusqu'à quand le Sisi par exemple pourrait contenir la population égyptienne, pareil en Arabie Saoudite ou ailleurs. Merci. Je vous remercie. Oui, je vous remercie beaucoup d'introduire cette dimension parce que ayant peur de Dominique, je ne l'ai pas introduite, mais elle est absolument fondamentale de deux points de vue. Le premier, c'est ce que je mets derrière la notion de guerre de faiblesse, c'est déjà ça. C'est-à-dire, en Afrique comme au Moyen-Orient, les populations sont l'otage d'institutions faiblement légitimes ou inexistantes ou s'effondrant. Et effectivement, il y a toute une dynamique sociale, à côté de ces dynamiques politiques que j'ai privilégiées, toute une dynamique sociale qui réagit à cela. En fait, le printemps arabe, c'est ça. C'est effectivement cette affirmation des peuples face à des institutions qui n'expriment pas ni leur volonté, ni, je dirais, leur capacité politique. C'est-à-dire, ce n'est pas des institutions, ce sont des instruments politiques confisqués par une petite clique et qui, du coup, portent atteinte à la dignité des personnes. Karama, ça a quand même été le mot central du printemps arabe. Et Karama, c'est ça, c'est-à-dire l'absence d'institutions nous prive en même temps de dignité. Et donc, cette dynamique, elle est en marche et elle alimente ces guerres de faiblesse. Mais, hélas, et paradoxalement, toutes ces logiques qui se superposent, logique d'hégémonie, logique de puissance, logique de compétition, tout ceci fait, si vous me permettez l'expression un peu triviale, que les peuples
sont le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'il y a bien longtemps que ces revendications populaires ont été étouffées, dépassées, enfouies par toutes ces logiques de conflictualité qui les ignorent. Ni l'intervention russe en Syrie, ni les interventions périodiques occidentales, ni bien entendu la politique hégémonique d'Israël ne prend en compte la dignité de ces populations. Au contraire, elle les enfonce dans l'indignité. Alors, à terme, je suis convaincu que le social triomphera du politique, parce que dans l'histoire, c'est toujours comme ça que ça s'est terminé. Seulement, l'histoire montre aussi que ça peut coûter plusieurs générations. Et cette pluralité de générations, c'est les sociétés guerrières qui sont en train de s'installer. Jacques ? Donc, une question un peu différente. Sur cette question de la guerre, il y a une thématique qui est souvent peu traitée dans le débat public général et mal traitée dans le débat intellectuel et politique. J'ai lu énormément d'ouvrages de militaires, beaucoup, ça s'impose évidemment, c'est pas toujours inintéressant d'ailleurs, et aussi de politique. Et ils prennent pour point de départ, comme si c'était très très naturel, évident, que la guerre est au fond dans la nature humaine. Tous, presque tous. C'est rare même quand on trouve quelqu'un qui explique que ça n'est pas vrai. Or, c'est totalement faux et c'est très dangereux. Parce que ça légitime et ça justifie des politiques, toutes les politiques de guerre, tous les budgets de défense, etc., etc. Mais ça va jusqu'à légitimer, par exemple, l'introduction à l'université des enseignements sur la défense et la sécurité. Ça va jusqu'à légitimer l'idée, au fond, qu'il faut développer en France une culture de guerre, une culture de la défense. C'est-à-dire qu'on a une régression idéologique et politique, structurelle, dans la longue durée, qui, va légitimer toutes les politiques mises en œuvre. Donc c'est une thématique que moi, je trouve très importante. Donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus, M. Madi. Je vous lis beaucoup, donc je serais heureux de vous entendre. Bertrand. Oui, vous avez raison. Ça c'est la vieille idée. Je crois que le premier qui en a été porteur, c'est Héraclite. Héraclite a dit, les hommes sont... Oui, c'est vieux. Hein, les hommes sont faits pour la guerre, aiment la guerre, sont faits pour s'opposer, etc. Tu veux qu'on l'invite aussi Une table ronde, oui, Héraclite, Thucydide, fera un scoop, là. Effectivement, c'est une idée prégnante, c'est une idée toxique, parce qu'elle engendre la résignation, en quelque sorte, et même la valorisation. Comme vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ajouterais juste un petit point supplémentaire, c'est que d'un certain point de vue, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que nous appartenons, de par notre histoire occidentale, à une culture guerrière encore plus redoutable. C'est-à-dire, les États se sont formés dans la conviction qu'ils ne pouvaient entre eux n'avoir que des relations de gladiateurs, c'est la fameuse formule de Hobbes, et donc, c'est ce que dit Raymond Aron, qui est un sociologue que je n'ai jamais beaucoup aimé du point de vue de ses analyses. Raymond Aron dit la guerre, ce n'est rien d'autre que l'aboutissement paroxystique de la rivalité millénaire entre États. Je le cite. Bon. Et effectivement, nous sommes dans une culture où les États étaient programmés pour faire la guerre et où la guerre donnait aux États un surplus de poids et de capacité. Tous les attributs de l'État ont été conquis par la guerre. La fiscalité, c'était pour payer les armées et financer la guerre. L'administration et la bureaucratie, même chose. La levée en masse, etc., etc. C'est ce que le grand historien sociologue américain Charles Tilly appelle « war-making, state-making ». C'est-à-dire, l'État fait la guerre et la guerre fait l'État. Et ce cercle vicieux nous a alimentés. Or, aujourd'hui, on voit que cette formule s'essouffle. C'est-à-dire que, en fait, war-making, state collapsing. C'est ce qui est exactement le contraire. Et state collapsing, war-making. C'est-à-dire, plus l'État s'effondre, plus il y a la guerre. Donc, effectivement, lorsque le grand Obama, parce que je pense que cet homme était un grand homme, lorsque Obama
a dit à propos de l'Afrique, mais il aurait pu le dire à propos du Moyen-Orient, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'on peut rompre le war-making, state-making en créant des institutions fortes dont la logique ne peut plus être la guerre. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un contexte de globalisation où la rationalité de l'État, qui pouvait être la guerre autrefois, c'est maintenant la gestion des biens communs de l'humanité. Style changement climatique, style sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, etc. Alors ça pousse pas naturellement, hein, je suis bien d'accord. Mais il y a quand même une découverte. Faut pas non plus voir tout en noir, c'est-à-dire, moi je trouve que le boulot qui a été fait par le multilatéralisme en 50, 70 ans, exactement 73 ans, est fantastique. S'il n'y a plus de variole en Afrique, c'est parce que l'OMS a fait une campagne mondiale de vaccination qui a abouti. Un exemple parmi tant d'autres. Donc nous sommes dans un contexte où non pas l'éthique, la philosophie, où l'amour ou je ne sais quoi peuvent changer le monde, mais nous sommes dans un monde où l'utilité, le raisonnement utilitaire, le raisonnement égoïste peut éliminer la guerre. D'ailleurs, Obama a été élu là-dessus. Hein. Les Américains ont vu que les fantaisies interventionnistes des néoconservateurs atteignaient les 1000 milliards de dollars de coûts. Donc, rationnellement, sans être vertueux, on se dit, mais notre intérêt bien senti, c'est peut-être de choisir une autre option. Donc, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, Macron... Bon, je trouve, enfin, j'avais dit récemment dans une interview que je lui mettais 18 sur 20 à ses dissertations, mais pas la moyenne au contrôle continu. Et effectivement, son discours du 19 septembre aux Nations Unies est un chef-d'œuvre. Il est excellent. Tellement bien que je me demande si c'est lui qui l'a écrit. Mais en revanche, jamais suivi des faits au niveau des pratiques. Alors que là, nous avons un champ d'opération. Bertrand, est-ce que je peux ajouter je trouve que dans la question de Jacques, il y avait un mot qui est important, qui est le mot idéologie. C'est-à-dire, il y a vraiment une volonté en ce moment d'éradiquer la conscience, je ne dis pas de toutes les générations, mais d'une série de générations du XXe siècle, que la guerre est détestable. Et c'était quand même une conscience très forte après la Première Guerre mondiale, après la Seconde, dans les luttes contre les guerres coloniales, contre la guerre du Vietnam. Tout ça avait forgé quelque chose de fort et qui se transmet de génération en génération. Et il y a la volonté d'éradiquer cette pensée-là. Après mai 68. Oui, et de la même manière d'ailleurs qu'il y a la volonté d'éradiquer l'idée qu'il y a une autre société peut-être qui est possible. On est là dans une grande bataille idéologique. Ça va au-delà du débat sur la guerre et la paix, quoi. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Tout à fait. D'autres remarques? Il y avait madame là-bas et monsieur ici. Ici? Non, c'était ici. C'était là. Voilà. Bonjour, Sophia Mappa. Je voudrais à mon tour ajouter aux éloges. Ça a été vraiment... Je parle fort. Ah oui, c'est là. Ça a été vraiment très, très, très éclairant et en peu de temps, beaucoup de choses ont été dites. C'est compliqué quand même. Donc, je commence par votre constat que je partage, qu'on ne peut pas décider à la place des autres. Hein. De toute manière, notre histoire l'a prouvé brillamment. Hein. On essaye de décider toujours, on ne fait que projeter des problématiques, des valeurs, des intérêts, etc., d'où l'échec. Par exemple, les politiques dites d'aide au développement, hein, c'est un monument d'échec. Mais en même temps, je me dis que parfois, ce sont les autres sociétés qui appellent notre intervention. Donc, il y a ces problèmes-là des alliances de l'Occident avec des fractions des pays qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, de l'intérieur. Donc là, on a un problème. Et je voudrais vous poser une question, parce que c'est vrai qu'on se sent complètement impuissant en ces moments.
Je disais qu'il y a encore 30 ans, avec cette histoire des morts en Palestine, des tueries en Palestine, on serait sorti dans la rue. Hein? Bon, ça ne servira pas à grand-chose peut-être, mais au moins on aurait exprimé une... Qu'est-ce qu'on peut faire en ces moments, vu la classe politique que nous avons, les classes politiques que nous avons, sont tous des illettrés. Et pas seulement des illettrés. Et je me demande si on peut attendre autre chose. Des pauvres Macron, avec l'illusion de la toute-puissance qu'il a et la soumission des autres, qu'est-ce qu'il peut penser Macron? Mais supposons qu'il pense quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire, dans ces conflits entre Israël et Palestine, quelle serait, à part des cris d'effroi, quelle serait une réponse appropriée de l'Occident? Alors Bertrand, te voilà promu dirigeant politique presque. Ah non, ça y est, aucune chance. Mais bon, bah décidément, on est toujours tous d'accord. Je souscris tout à fait à ce que vous dites. Sur le tout premier point qui n'était pas accompagné d'une question, je voudrais quand même revenir. C'est pas les sociétés qui font appel aux vieilles puissances. Ce sont des oligarques. Oui, mais même des oligarques. C'est des gouvernements qui n'ont de chance d'être pérennisés, de se maintenir, que par l'aide extérieure. C'est-à-dire c'est une inversion par rapport aux logiques du social. Et il y aurait... j'ai dirigé un excellent mémoire de master sur les accords de coopération entre, d'une part, la France et d'autre part, le Gabon et le Djibouti. C'est édifiant de voir tous les sous-entendus qu'il y a derrière ces accords de défense, dont la principale fonction est de donner une assurance tout risque aux gouvernants en place. Il ne faut quand même pas l'oublier. Depuis l'intervention de 1964 pour sauver Léon Mba au Gabon jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même ritournelle. Sur le deuxième point, c'est vrai que vous posez deux sous-questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Il y a une médiocrisation des classes politiques qui est quelque chose d'absolument effroyable. En France, ça s'est gâté après Mitterrand. Hein, alors, c'est intéressant. Il y a sûrement une réponse sociologique. Hein, c'est-à-dire pourquoi il n'y a plus personne d'intelligent dans la compétition politique. Il y a sûrement une réponse sociologique. Elle reste à trouver. Je pense que c'est lié à ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une régression de la liberté, c'est-à-dire une soumission de l'acteur politique à une technique de gouvernement qui n'est pas contestable, et à des automatismes que l'on ne veut pas remettre en question. Je parlais de l'atlantisme tout à l'heure, c'est un automatisme. Les politiques budgétaires d'austérité, personne ne peut vous démontrer scientifiquement qu'elles sont indispensables, mais voilà, c'est un dogme, plus de 3%, vous tombez, etc. Bon, je pense que de plus en plus la classe politique est victime de cette régression du débat. On ne débat plus. Hein. Et quand la France intervient en Libye ou au Mali, on ne débat pas. Et on est aussi probablement victime de la forme nouvelle de la compétition politique qui est plus médiatique et symbolique que s'effectuant sur le fond. Alors qu'est-ce que nous on peut faire? On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses, et notamment débattre. Débattre toujours. Cassons l'Institut Montaigne et créons des think tanks où on poil à gratter, où on discute, où on remet en cause. Les think tanks qui peuvent s'exprimer aujourd'hui, c'est les lieux de production du conformisme. C'est l'Institut Montaigne. C'est un scandale, l'Institut Montaigne. Et je sais que je suis enregistré en disant ça. Bon, il faut... l'IRIS est là. Non, mais l'IRIS fait un effort formidable. Et d'ailleurs, il faut voir ce que ça lui coûte. Hein. De temps en temps, on invente des choses effrayantes contre son directeur et on menace de le fermer. Ce qui est quand même incroyable dans une démocratie. Hein. Bon, eh bien, il faut créer... Moi, je rêve de ça, de créer un think tank qui remette tout en cause à chaque moment. Parce que les dirigeants, ils ont besoin d'être aiguillonnés par une pensée critique. C'est pas le plaisir, évidemment, c'est mon vieux côté 68 heures, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi aider la décision politique en la replaçant dans le débat et non dans la conformité.
Et là, il y a des choses à faire. Si je peux me permettre, Bertrand. Il faut que je me calme, c'est ça? Non, si j'élargis un tout petit peu ta réponse que je partage, la vraie question, le vrai enjeu où nous pouvons intervenir, parce que pour le reste, il y a beaucoup d'enjeux dans lesquels on n'a aucune prise, c'est les opinions. Mais bien sûr. Et donc, à partir du moment où on a des instruments qui permettent de faire bouger les opinions, je ne sais pas si ça a des effets à court terme, mais en tout cas à moyen et à long terme, certainement. Je prends l'exemple que j'ai diffusé cette semaine de 2 sondages, l'un d'Ipsos, l'autre de l'IFOP, avec toutes les limites des sondages, qui nous révèlent quoi? Que jamais l'image d'Israël a été aussi mauvaise dans l'opinion française. C'est un élément qui pèse. Deuxièmement, celui d'Ipsos nous montre, entre autres, il y a énormément de choses dans ce sondage, mais une chose formidable, c'est que malgré la campagne malhonnête qui a été menée, on fait très bien la différence dans l'opinion française entre antisionisme et antisémitisme. Et Brice Teinturier, qui présente ce sondage, nous dit que l'électorat d'extrême gauche est absolument clair, il dit très clair, c'est le plus critique de la politique israélienne, c'est le plus empathique à l'égard des Juifs quand ils sont victimes d'attaques antisémites. Voilà la preuve qu'il n'y a pas d'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Bon, ça me tient à cœur comme sujet, évidemment, mais je veux dire qu'au-delà de mes préoccupations, il me semble que c'est la preuve qu'il y a dans le débat public, comme tu le dis, la possibilité de faire bouger les opinions, et à un moment ou à un autre, ça pèse. Quand on prend l'histoire de la guerre du Vietnam pour nous sortir de nos affaires françaises, c'est clair qu'à un moment donné, l'opinion américaine, elle a pesé. Ah oui. Et comment? Au moment où l'armée américaine commençait à gagner dans l'offensive du Tet. Mais je crois qu'on a tous à cœur aussi de ressortir la formule de notre ami Stéphane Hessel. Indignez-vous. Bon, le citoyen ne sait plus s'indigner. Eh bien, indignons-nous. Ça ne veut pas dire mettre le feu partout, hein, mais ça veut dire quand même créons les éléments d'un débat. Ne prenons rien pour acquis. Monsieur. Alors, à propos de débat, un élément à apporter aussi au débat, j'aimerais bien qu'on revienne sur un point qui pour moi est problématique dans la logique justement des affrontements et rivalités de puissance. Ça a été le moment d'août 2013 quand Obama, justement, a décidé de ne pas y aller. Pour moi, c'est un point vraiment crucial parce qu'on comprend bien les raisons d'Obama qui a, à ce moment-là, fait le pari, en effet, de la négociation et de la diplomatie, contrairement à l'intervention directe. Mais en même temps, on voit bien que ce faisant, il laissait la porte ouverte, il laissait le terrain libre à une intervention qui, elle, est massive de la Russie, avec toutes les conséquences que l'on peut voir aujourd'hui. Ça a permis de pérenniser un régime dont on voit les œuvres terrifiantes qui ne cessent, et ça a permis à la Russie d'occuper un terrain. C'est-à-dire que dans cette rivalité de puissance, finalement, le choix d'Obama a-t-il été le bon, finalement? Je précise, Bertrand, juste pour que tu le saches, qu'à l'IREMO, on a beaucoup discuté sur cette question, avec beaucoup d'amis qui étaient très partisans d'une intervention, d'un bombardement, disons, sur les cibles du régime syrien, et d'autres qui étaient très opposés. Donc c'est vraiment un débat qui restait assez chaud, quoi. Mais c'est un débat extrêmement complexe, hein, que je ne vais pas épuiser, tant s'en faut dans les quelques minutes qui nous restent. Simplement, toute la construction que je vous ai proposée dans mon exposé liminaire était là pour valider la conduite de Barack Obama. C'est-à-dire de considérer que dans ces logiques conflictuelles nouvelles, tout apport supplémentaire de guerre à la guerre vient compliquer celle-ci. Et n'ayons pas, c'est peut-être un léger désaccord entre nous, pour nourrir notre amitié, n'ayons pas l'illusion qu'une intervention américaine en août 2013 aurait dissuadé la Russie d'intervenir. Au contraire, dans la logique que je vous ai proposée, d'une Russie qui a besoin d'affirmer sa puissance, une intervention américaine en Syrie aurait été insupportable, aurait conduit de manière encore plus immédiate à une intervention russe, et une intervention russe qui aurait été fatalement de confrontation. Alors je ne dis pas de confrontation directe, je ne dis pas que la Troisième Guerre mondiale aurait éclaté à ce moment-là, mais on aurait complètement bloqué
le dossier syrien à partir d'un affrontement russo-américain dans un contexte qui n'est plus du tout codifié comme il l'était sous la guerre froide. C'est-à-dire, rappelez-vous, celles et ceux de ma génération se rappellent ce fameux 23 octobre 1973 lorsque Nixon avait déclenché l'alerte 5 alors que Brejnev voulait envoyer des troupes sur le canal de Suez. Ça a été un moment extrêmement rapide de régulation du conflit. Parce que tout était là, et maintenant on considère que tout ça, c'était une simulation pour hâter une solution américano-soviétique à cette guerre du Kippour ou du Ramadan. Hein. Mais là, on n'est plus dans un contexte codifié. Et Barack Obama avait compris ce qui est, à mon avis, l'essentiel, et Dieu sait effectivement s'il a été malmené, voire insulté dans ce choix, il avait compris qu'une intervention au sens classique du terme de la superpuissance allait, d'une part, immédiatement aggraver les logiques conflictuelles, et d'autre part, empêtrer la superpuissance dans un rôle dont elle n'aurait pas pu se défaire. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis interviennent à ce niveau-là, ils ne peuvent pas être mis en échec. C'est-à-dire il aurait fallu faire ce qui a été fait en Afghanistan, etc. C'est-à-dire des renforts, c'est-à-dire un engrenage terrible. D'autant qu'il était privé de son allié britannique. Parce que la Chambre des communes avait dit non. Oui, mais il y avait François Hollande. Ah, bah oui. Mais permettez-moi une confidence, même micro-branchée, c'est que avant août 2013, il y avait janvier 2013. Janvier 2013, intervention française au Mali. J'ai fait un article dans Le Monde contre cette intervention qui m'a coûté très cher, puisque je me suis fait virer du Monde à ce moment-là. Mon chat que je faisais depuis des années a été immédiatement supprimé, et on a même eu l'incorrection de me présenter des choses comme ça, en disant on ne veut pas véhiculer votre discours. Et j'ai été, invité en différents lieux pour prolonger la discussion. Et un diplomate haut placé que je nommerai pas a dit « Mais vous savez, la raison profonde de notre intervention au Mali, c'est qu'on devient ainsi le meilleur allié des États-Unis. » Ça a toujours été le rêve de la France, cette jalousie avec la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, détrôner la Grande-Bretagne pour devenir l'allié privilégié des États-Unis. J'ai dit « Attention, vous faites là une lourde erreur. Vous faites là une lourde erreur parce que Obama n'est pas un interventionniste. Et même si vous dites des choses aimables à propos de votre intervention au Mali, ce n'est pas comme ça que vous allez acquérir vos galons. Si. Et comme je suis cruel de nature, en août 2013, je me suis précipité sur mon téléphone, appelant le même diplomate. Je lui ai dit « Vous êtes sûr, vous êtes toujours sûr que les États-Unis appuient une politique interventionniste ?» Elle dit « Vous savez, le plus dur dans cette affaire, ce n'est pas le problème syrien, c'est qu'on ne comprend plus les États-Unis. » Et effectivement, il y avait là une rupture radicale. Alors Trump, c'est tout à fait autre chose. Trump n'est pas un interventionniste. Trump n'est pas un interventionniste, c'est un nationaliste, mais on refait la même faute. C'est-à-dire on veut devenir l'allié privilégié de Trump jusqu'à accepter de se faire épousseter les pellicules. Bon, et on va rater. On n'a pas réussi à gagner ce siège, n'est-ce pas? D'autres questions? On a encore 5 minutes. Là-bas. Bonjour. Est-ce que, d'après vous, la rencontre hier Trump-Kim aura un impact sur le Moyen-Orient, notamment parce qu'on entend que si Trump est allé à rencontrer Kim Jong-un, c'est parce que la Corée du Nord avait les moyens de frapper les États-Unis. Est-ce que, du coup, au Moyen-Orient, ça peut avoir un impact? La presse israélienne hier, en tout cas une bonne partie, estimait que la rencontre Trump-Kim allait aggraver les dangers d'une explosion avec l'Iran. Et pas la diminuer. Moi, très franchement, je n'y crois pas à ça. C'est-à-dire, je crois que ces deux dossiers sont tout à fait dissociés. Il ne faut quand même pas trop gamberger. L'affaire de Singapour, je l'ai dit dans La Croix, dans sa livraison d'aujourd'hui, l'affaire de Singapour, elle est purement symbolique. C'est une coquille vide, il n'y a aucune substance. Ça ne changera donc rien dans les rapports internationaux, rien de rien. Et donc, je ne vois pas en quoi quelque chose qui relève de la gesticulation, comme on disait autrefois,
peut avoir un impact direct ou indirect sur le Moyen-Orient. Disons que, mais je n'ai aucune confidence là-dessus, que dans la tête de Rouhani et plus encore de Khamenei et des conservateurs iraniens, ils doivent se dire, bah, Kim Jong-un, il avait bien raison de maintenir son programme nucléaire parce que Trump vient s'agenouiller devant lui, parce que c'est un peu ça qui s'est passé. Peut-être que si l'Iran avait accéléré son programme nucléaire, Trump aurait rencontré à, je sais pas où d'ailleurs, peut-être à Islamabad, Rouhani ou Khamenei, c'est possible. Mais sur l'effet d'une aggravation de la crise, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour qu'elle s'aggrave d'elle-même, pour que tout cela ne change rien. Une dernière question. Il y avait monsieur. Ici, monsieur, voilà. Vous n'avez... Ça marche pas. Si, ça marche. Vous Ça marche pas au deuxième coup, ce truc-là. Mentionné les intérêts économiques. Et il y a des acteurs qui sont, je dirais, les multinationales et la finance qui sont derrière les politiques et derrière les alliances et derrière la guerre et enfin les différentes guerres que vous avez citées. Oui, vous savez, après 40 ans, je suis un peu fatigué des infrastructures et des explications par l'économique. Bien sûr, qui oserait dire que l'économique est complètement débranché dans cette affaire? Honnêtement, c'est pas l'élément principal. Regardez, des 5 logiques de conflictualité, aucune d'entre elles n'est directement alimentée par l'économique. Alors, l'économique vient s'insérer là-dedans. Mais si Israël a une politique d'hégémonie dans la région, je ne suis pas sûr que l'économique l'explique tant que ça, même si elle peut y participer. Si Poutine a pris une revanche de puissance, je ne suis pas sûr que l'économique ait joué un rôle si important. Si les États-Unis et les Occidentaux veulent jouer la règle de la compétition face à un Poutine triomphant, l'économique ne joue pas un rôle si important non plus. Et enfin, hélas, si le fond de tout ça, c'est ces logiques de faiblesse, bah, les logiques de faiblesse, elles découlent davantage de la mise hors circuit de l'économique que de facteurs véritablement économiques. Bien sûr que ça joue, bien sûr qu'il y a le pétrole derrière tout ça, mais de même que le pétrole n'a pas joué un rôle aussi important dans la décision de Bush d'intervenir en Irak, de même je ne pense pas que la situation qui est la nôtre actuellement dérive tant que ça, même si vous avez tout à fait raison de rappeler cette variable, elle existe, elle est incontestable. Il y a l'armement. Oui, bah oui. Bah oui, mais de l'armement, potentiellement, il y en a partout, des marchands d'armes, il y en a partout. Il pourrait autant y en avoir dans le canton de Luri, en Confédération helvétique, chez les Lapons, ou sur... Mais là, la France a un rôle important quand même. Dans les ventes d'armes, on est bon quand même. On le sait. Monsieur Le Drian est très... Ben oui. Écoutez, ce truc incroyable, pour se détendre un peu... on apprend qu'on importe de l'huile de palme de Malaisie. Alors, c'est quand même bizarre parce que, alors Nicolas Hulot, réveille-toi. Alors, bon, il y avait tout contre. Mais on sait que tout simplement, il y avait un marché de rafale en Malaisie. Bon, là, évidemment, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. C'est vrai. Mais ça, faut être Le Drian pour en arriver là. Hein. Eh bien, on va clore sur Le Drian ce midi. Merci. Merci à tout le monde.